Et soyez les bienvenus dans Correspondant. Comment les journalistes de la presse étrangère perçoivent-ils la politique française et les choix de nos dirigeants? On est ensemble pour une demi-heure. Ce matin, de quoi va-t-on parler? De la campagne des législatives, évidemment, de cet échiquier politique français bousculé, recomposé en un temps record et qui tente de s'organiser en formation de gouvernement potentiel avec deux blocs qu'il va être intéressant de regarder avec une perspective et des comparaisons européennes. À gauche, un nouveau Front populaire, à droite, le Rassemblement national, avec Éric Ciotti et ses amis. Nos invités, ce matin, je les présente. Alberto Toscano, écrivain, journaliste italien. Vous avez écrit Mussolini, un homme à nous, la France et la marche sur Rome, un vélo contre la barbarie nazie et dernièrement, Camarade Balabanov, vie et lutte de la grand-mère du socialisme. Juan José Dorado, journaliste espagnol, correspondant à Paris. Merci d'être là. Et Michela Antosh, bonjour. Merci d'être là aussi pour la télévision roumaine en France. Merci. Notre première partie, on va voir ensemble comment l'extrême droite séduit les jeunes en France, mais pas seulement, dans toute l'Europe. Regardez le journal britannique The Guardian qui titre « Comment les partis d'extrême droite ont séduit les jeunes électeurs en Europe ». On va regarder ça tout de suite, cette une du Guardian, si elle veut bien arriver, sinon c'est pas grave, on va passer à autre chose. Le journal espagnol El País qui titre « Le vote des jeunes pour l'extrême droite augmente dans les 5 plus grands pays de l'Union européenne ». Les jeunes de moins de 30 ans, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, en Pologne, soutiennent davantage les partis ultra que lors des dernières élections européennes. Comment est-ce que vous l'expliquez? Oui, je dirais que les jeunes, peut-être qui n'ont pas nos expériences, et pour cause, parce qu'elles n'ont pas vécu, n'ont pas eu les échos, comme moi, par exemple, j'ai eu dans ma famille, de la tragédie de la Seconde Guerre mondiale, du racisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas, ce passé n'est pas si présent tel qu'il a été dans leurs parents et grands-parents. Et ensuite, il faut dire que les jeunes, peut-être, ont envie de changer. Et l'envie de changement peut être favorable à des partis qui, forcément, n'ont pas été au gouvernement pendant les dernières décennies, et peut-être jamais à l'époque récente au gouvernement. Cet effet de désir de changement peut effectivement faire le jeu de l'extrême droite et aussi de l'extrême gauche. Il y a un désir de changement, vous dites, mais est-ce que la jeunesse, elle vote plutôt par rejet ou plutôt par envie, Juan Roger? Je crois qu'elle vote surtout par méconnaissance. Effectivement, il y a cet éloignement de l'histoire que nous avons connu par nos parents et grands-parents, comme dit Alberto, mais il y a aussi le fait que la jeunesse aujourd'hui s'informe différemment, si on peut appeler ça s'informe, en passant par les réseaux sociaux qui sont effectivement regardent de très près les choses. Et il n'y a aucune perspective pour cette jeunesse. Il y a des analystes là en ce moment qui disent que les réseaux sociaux ont un rôle très important dans la propagation des discours extrémistes. Tout à fait. Et puis il y a donc cette méconnaissance de la politique, de cette jeunesse, qu'elle soit espagnole, française, italienne ou autre, où effectivement on se laisse porter, pas par l'analyse, ni par l'information, on se laisse porter par l'envie du moment, parce qu'on a vu une vidéo sur Twitter, sur Instagram, etc., qui nous a marqué, et donc ça décide de sa participation. Par contre, il faut remarquer effectivement que cette jeunesse participe de plus en plus aussi dans la vie politique, que ce soit vers l'extrême droite ou vers l'extrême gauche. Donc, il y a toujours de l'espoir de voir venir cette jeunesse si on arrive à bien l'informer de ce qu'est la politique, de ce que représente chaque parti politique dans une campagne, dans ce cas précis, des législatives. Les chiffres montrent aussi que les hommes jeunes sont davantage influencés par ces réseaux sociaux sur les positions un peu extrémistes, plus que les femmes jeunes. Pourquoi, selon vous? Moi, j'ai deux points de vue. Il y a, si vous voulez, un point de vue de protestataire, de vote protestataire pour les jeunes, n'importe que sont les hommes ou les femmes, et un vote d'adhésion. Parce qu'ils sont déçus de la classe politique, parce qu'ils n'ont pas la confiance dans les mesures, les programmes électoraux, tout ce qu'ils proposent.
Et en plus, si vous voulez, si je me permets, parce que c'est dimanche matin, probablement que les hommes ont beaucoup de temps que les femmes, de temps libre pour regarder les réseaux et pour s'informer. En plus, la politique séduise de plus en plus les hommes, ça c'est vrai. On voit sur les listes qu'il y a des difficultés d'avoir le même nombre de femmes que le même nombre des hommes pour proposer aux gens qui votent. Mais de toute façon, qu'est-ce qui se passe maintenant? On passe dans les sérieux maintenant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça montre que les électeurs n'ont pas confiance dans la classe politique et dans les programmes, ils sont déçus. Et les jeunes se sont vraiment égarés parmi toutes les promesses, parmi les réseaux, parmi nous, les journalistes, parmi les intoxications qui existent dans les réseaux et sur Internet. Et ils votent, si vous voulez, ils votent au premier regard. S'il y a quelqu'un qui le touche de point de vue physique, communication, c'est ça qu'on appelle dans les manuels, on appelle le vote émotionnel. On va regarder ensemble le journal suisse Le Temps qui titre, lui, la jeunesse emmerde-t-elle vraiment le Front National, référence à un slogan. Et Paul Ackerman, le journaliste, écrit, les manifestants du week-end et Kylian Mbappé appellent la jeunesse à se lever contre les extrêmes. Problème, les jeunes votent en fait de plus en plus pour ces partis, Alberto. Les prises de parole comme celle de Kylian Mbappé, elles sont d'autant plus importantes et nécessaires? Sont peut-être importantes et nécessaires, mais ne sont certainement pas suffisantes. Parce que dans la jeunesse, l'idée de faire barrage, l'idée de isoler, d'empêcher des forces politiques d'aller au pouvoir n'est pas si présente. La jeunesse n'a pas peur du nouveau, et donc cette idée de ne pas avoir peur empêche ce qui est l'élément fondamental depuis longtemps pour isoler le Rassemblement national, c'est-à-dire se faire barrage, ne pas risquer des aventures qui pourraient avoir des conséquences néfastes pour la société. Si on ne surfe pas sur la peur, comment il faut lui parler alors à la jeunesse? En expliquant les valeurs, en expliquant l'importance de vivre dans une société où la solidarité, par exemple, est un valeur fondateur de la société elle-même. Et ça, c'est difficile à expliquer, parce qu'on vit dans un contexte troublé, de confusion, qui est une confusion économique, qui est une confusion d'idées, qui est une confusion de valeurs. Donc, si la société elle-même et ceux qui dirigent la société, en premier lieu la classe politique, le président de la République, le gouvernement, s'ils ne sont pas capables eux-mêmes d'instiller cette idée de valeur et leur importance dans la société, alors ensuite ça devient difficile que la jeunesse partage ce que la classe politique n'est pas capable de faire partager. Il n'y a pas que la jeunesse. Le RN est arrivé en tête aux européennes en France dans presque toutes les classes d'âge et toutes les classes socio-professionnelles. C'est un saut en avant inédit pour cette formation politique. Et selon les experts, il y a une Bardella mania. J'ai entendu un expert dire oui, mais il a une parfaite surface de projection, c'est-à-dire un côté attrape-tout qui séduit beaucoup de gens. C'est une réalité, déjà parce qu'il est jeune, déjà parce qu'il vient de la banlieue parisienne, donc ça montre qu'on est capable, étant jeune, d'arriver à la tête d'un parti, soit-il le Rassemblement national, déjà parce qu'effectivement, lui, il porte bien, on sait l'importance de l'image dans la communication politique, mais cette façon de faire n'est pas nouvelle en politique, ni en France, ni en Espagne, ni en Roumanie, ni ailleurs. Donc c'est quelque chose, ce sont des codes que tous les partis politiques ont et savent l'importance de l'image. Après, c'est vrai qu'il a eu cet avantage par rapport à d'autres candidats, c'est sa jeunesse. Le fait qu'il ait eu des grandes responsabilités et là, les jeunes, effectivement, peuvent se dire à un moment donné, et c'est pour ça que ça devient inquiétant quand vous voyez que en France, la jeunesse française, en majorité, va vers le Rassemblement national
après aussi vers la France insoumise, cette réalité, mais en Espagne, on retrouve aussi le même système, c'est-à-dire que les jeunes votants, les primo-votants, vont dans un 30-40% voter extrême droite, ce qui était impossible à penser il y a quelques années du côté de l'Espagne. L'image est importante et je crois que là, le Rassemblement national a su jouer justement de cette image. Juan Rosé, dans la dernière revue Hommes et Migration, vous dites « Ce qui me fait le plus mal par rapport à la France, c'est qu'on fait de l'immigration un sujet majeur, alors que quand vous regardez les chiffres de l'OCDE, la part des immigrés dans la population française est sous la moyenne des pays de l'OCDE. On fait de l'immigration le mal absolu en France, ce qui n'est pas du tout le cas. » Et ça, c'est le manque d'information des jeunes, des électeurs de façon générale. Le thème central depuis des années en France, c'est toujours la sécurité et l'immigration. Et c'est vrai que quand on voit les chiffres, on s'étonne que ça soit le thème central parce que la France est sous la moyenne par rapport à pratiquement tous les standards en relation avec l'immigration, par rapport à les gens qui arrivent, par rapport à ce que l'immigration coûte. J'ai un confrère italien. L'Italie recevait jusqu'à l'année dernière 120 000 migrants. Et donc, comment expliquer qu'en France, ça soit devenu effectivement un gros problème quand ça ne l'est pas quand on regarde ailleurs? Et au Danemark, le Parti social-démocrate, lui, donc un gouvernement de gauche, a mis en place une politique très ferme sur l'immigration. Et ça a fait quasiment disparaître l'extrême droite danoise. Pourquoi, selon vous, en France, Michaela, la gauche est mal à l'aise face à la question de l'immigration? On a un peu entendu Fabien Roussel ou François Ruffin essayer de dire on peut être de gauche et avoir une politique migratoire efficace, mais c'est quand même un peu tabou dans la gauche française. Oui, pour la gauche, oui, c'est vrai que c'est un sujet tabou, mais vous avez vu pendant les protestes, les manifs des étudiants à Sciences Po et d'autres écoles supérieures en France, quel était le sujet? C'est ça qui vient aussi de la part de jeunesse, de faire une petite confusion entre les thèmes qui sont vraiment des thèmes européens, législatifs, la France et l'Europe, et le rôle de la France en Europe. C'est pour ça qu'on fait, si vous voulez, un mélange entre toutes les choses. Mais la gauche et la droite, si on regarde un petit peu les derniers jours, on voit que les sujets de pouvoir d'achat, hausse de prix, immigration, sécurité, ce sont, si vous voulez, les points qui sont au centre de débat, mais il n'y a pas beaucoup de différences. Il y a seulement des leaders qui partent à droite et à gauche. Jordan Bardella qui est vraiment très charismatique, et de l'autre côté, la France insoumise qui est le pouvoir de nouveau front populaire. Mais je veux ajouter juste une petite phrase. Est-ce que vous avez vu dans les dernières semaines qu'on parle beaucoup plus de Jordan Bardella que de l'extrême droite Rassemblement national? Ça veut dire qu'il capte toute l'attention, sa personne, sa façon de communiquer, et ça, vraiment, comme vous avez dit, séduit les gens. Selon vous, en France, Michaela, la gauche est mal à l'aise face à la question de l'immigration. On a un peu entendu Fabien Roussel ou François Ruffin essayer de dire on peut être de gauche et avoir une politique migratoire efficace, mais c'est quand même un peu tabou dans la gauche française. Oui, pour la gauche, oui, c'est vrai que c'est un sujet tabou, mais vous avez vu pendant les protestes, les manifs des étudiants à Sciences Po et d'autres écoles supérieures en France, quel était le sujet? C'est ça qui vient aussi de la part de jeunesse, de faire une petite confusion entre les thèmes qui sont vraiment des thèmes européens, législatifs, la France et l'Europe, et le rôle de la France en Europe. C'est pour ça qu'on fait, si vous voulez, un mélange entre toutes les choses. Mais la gauche et la droite, si on regarde un petit peu les derniers jours, on voit que les sujets de pouvoir d'achat, hausse de prix, immigration, sécurité, ce sont, si vous voulez, les points qui sont au centre de débat. Mais il n'y a pas beaucoup de différences. Il y a seulement des leaders qui partent à droite et à gauche. Jordan Bardella qui est vraiment très charismatique, et de l'autre côté, la France insoumise qui est le pouvoir de nouveau front populaire. Mais je veux ajouter juste une petite phrase. Est-ce que vous avez vu dans les dernières semaines qu'on parle beaucoup plus de Jordan Bardella que de l'extrême droite Rassemblement national? Ça veut dire qu'il capte toute l'attention,
sa personne, sa façon de communiquer, et ça, vraiment, comme vous avez dit, séduit les gens. Et puisqu'on parle de la gauche notamment, ça nous amène à notre deuxième partie avec cette question: et si la gauche faisait la différence en France? Le journal El Salto en Espagne titre: le nouveau Front populaire s'en remet à la mobilisation et à la peur de l'extrême droite que vous évoquiez, Alberto. Pour Taz en Allemagne, la gauche se ressaisit. Voilà. Et puis, on verra que d'autres journaux s'intéressent aussi à cette question du nouveau Front populaire un petit peu plus tard dans notre débat. Réussir une telle alliance en si peu de temps, dans une gauche si divisée, qui sortait des européennes, avec tellement de rivalités, parfois sanglantes, c'est un tour de force? C'est un tour de force, mais c'est aussi le point faible, dans le sens qu'il est évident. Dans le sens qu'on a mis plein de choses sous le tapis. Et ce qui a poussé les Fronts populaires à naître et ces partis à se rassembler est l'opportunité électorale, la nécessité de faire front à l'occasion d'une élection absolument imprévue. Et quand il y a eu le programme commun de la gauche dans les années 70, il y a eu de véritables et longues négociations. Cette fois, on a tout fait en quelques jours, en quelques heures, parce qu'il fallait être unis. Donc l'unité n'est pas la fin d'un processus de cohésion de la gauche, et une nécessité électorale. Et vous qui avez écrit, Alberto, sur le socialisme, est-ce que ce choix de vocabulaire, de nouveau Front populaire, c'est une bonne idée? C'est une bonne idée. Encore faut-il réfléchir à l'ancien Front populaire, qui a eu traversé, par exemple, les Fronts populaires de 1936, a oublié de donner le droit de vote aux femmes. et il y a toute une critique à faire, une réflexion à faire sur ce Front populaire qui en réalité a eu une vie très difficile, et les contradictions entre les différents partis ont émergé très vite à l'intérieur de ce Front populaire. Peut-être une peur légitime de l'électorat de gauche est ce parti était divisé avant les européennes qui étaient à la proportionnelle, donc il n'y avait pas besoin de se rassembler. Elles se sont réunies à cette élection législative parce qu'il fallait se rassembler. Mais est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va tenir sur un gouvernement? Donc, la société française, qui est une société aujourd'hui désorientée, profondément désorientée, et qui a été obligée par le président de la République à se mesurer en quelques jours, en quelques semaines, à une échéance fondamentale de la vie institutionnelle, est-ce que cette société va réellement pousser pour que la gauche soit capable de se rassembler vraiment? Profondément désorienter les Français, dit Alberto. Vous ressentez ça aussi, Juan Rosé? Vous diriez ça aussi? Complètement, déjà, parce qu'effectivement, quand on parle du nouveau Front populaire, effectivement, là on constate la distance qui existe entre 1936 et 2024, et justement pour les électeurs qui ne savent pas ce que c'était le Front populaire en 1936. Après, ils sont complètement désorientés parce que on a eu l'expérience NUPES, effectivement, dès le lendemain de la législative. Ça se tirait les cheveux. Voilà, est-ce qu'on est un groupe unique ou on est plusieurs groupes? Et ça a amené à qu'ils aillent tous en ordre disperse aux élections européennes. Donc tout le monde sait parfaitement que le point fort, c'est s'être rassemblé le temps d'une élection, mais son point faible, c'est que le programme commun, en quoi la 6e République, qui est défendue par la France insoumise, convainc ou pas le Parti communiste, voire le Parti socialiste. Donc le programme est assez disparate. En quoi les 1600 € qui sont proposés par les uns sont intégrables dans le programme du Parti socialiste. Donc dès le lendemain, il va y avoir un premier problème. Qui va être le candidat à Premier ministre si Macron appelle la France insoumise à proposer un Premier ministre? Mais après ça, la réalité, c'est que le groupe majoritaire, France insoumise ou Parti socialiste, va essayer effectivement de prendre ses distances par rapport aux autres. Et alors Jean-Luc Mélenchon, qui justement sort un peu du bois, alors qu'on le remerciait jusque-là dans le nouveau Front populaire d'être discret, et qui dit je suis prêt à gouverner la France, j'ai bien l'intention de le faire.
C'est une épine dans le pied du nouveau Front populaire, c'est trop tôt, il n'aurait pas dû dire ça. Probablement, mais vous savez, Jean-Luc Mélenchon, il était prêt d'être président de la République française, il est prêt d'être Premier ministre, il est prêt à tout pour avoir le pouvoir. Secrétaire général de l'ONU, non? Secrétaire, voilà, il y a d'autres postes vacants. Mais ça reste, ce que je veux dire, c'est que ça reste une personnalité clivante, bon, et que ça peut faire fuir des électeurs de gauche. Oui, ça c'est possible. En plus, comme vous avez dit, le nouveau Front populaire et le NUPES relookés et ils ont fait un open bar de tout le programme, ils ont tout l'argent du monde, ils ont fait toutes les bien choses pour tout le monde, mais avec beaucoup de démagogie, de populisme à l'intérieur. Et vous avez vu qu'il y a déjà un mariage qui pose des problèmes d'amour entre toutes les partis qui font le nouveau Front populaire. Et tout d'un coup, il y a Jean-Luc Mélenchon qui dit « Je suis très bien préparé pour être le Premier ministre ». Mais je ne vois pas le président de la République dire « Je nomme Jean-Luc Mélenchon pour former le futur gouvernement ». Ça sera un couple oui. Avant les JE et probablement avant le 14 juillet, qui est assez important pour la France et pour le signal qui donne la France dans tout le monde. The Nation aux États-Unis écrit: lors des élections anticipées en France, le nouveau Front populaire peut-il tenir tête à la droite et pas à l'extrême droite? Le journal titre à la droite, donc il y a une espèce de cloug du côté des Américains entre la droite et l'extrême droite française, peut-être aussi confusion liée au choix d'Éric Ciotti. Est-ce que les triangulaires peuvent, selon vous, rebattre complètement les cartes? Les triangulaires étaient considérés très improbables jusqu'il y a une semaine. Aujourd'hui, on commence à les considérer tout à fait possibles et probables, dans le sens que l'augmentation de la participation à ces élections sera un facteur pour rendre le triangulaire plus facile et plus probable. Or, les triangulaires peuvent être un boomerang pour ceux qui s'opposent au Rassemblement national, dans le sens qu'elles peuvent diviser la coalition macroniste et la coalition de gauche, et donc diviser l'électorat anti-Rassemblement national. Et dans ce cas de figure, les candidats du Rassemblement national seraient favorisés. Encore faut-il voir si c'est possible d'arriver à un désistement, alors, réciproque de la coalition macroniste et du Front populaire pour faire obstacle au Rassemblement national. Mais ça me paraît difficile, ça me paraît improbable. Donc, l'effet final des triangulaires peut être favorable au Rassemblement national dans un contexte général où une grande partie de la société française est tout à fait contraire à l'hypothèse que le Rassemblement national accède au gouvernement. On parlait de la figure qui pourrait incarner la gauche à Matignon. Si ça n'était pas Jean-Luc Mélenchon, quelle autre figure pourrait être consensuelle? François Ruffin, Clémentine Autain, Fabien Roussel, Raphaël Glucksmann a aussi suggéré Laurent Berger, l'ancien leader de la CFDT. C'est vraiment très compliqué aujourd'hui de pouvoir porter... Qui dans tout cela est le plus connu en Europe? Sincèrement, je pense que celui qui pourrait... L'idée de Laurent Berger n'était pas une mauvaise idée, sauf que la partie gauche de cette coalition du nouveau Front populaire, notamment la France insoumise, ne veut pas de Laurent Berger dans la mesure où effectivement il était à la tête d'un syndicat qui était accusé d'avoir pacté un certain nombre de réformes avec le macronisme, donc il serait réticent. Et donc, en fin de compte, c'est lui qui est le mieux placé, et c'est pas parce que les analystes le disent, mais parce que les Français l'ont désigné comme tel, c'est en quelque sorte Raphaël Glucksmann. C'est vrai qu'il était le candidat pour l'Union européenne, mais il pourrait effectivement renoncer à son poste en Europe pour venir diriger une coalition. Lui est assez attractif aussi pour le bloc central. D'ailleurs, on voit parfaitement comment le bloc central et Emmanuel Macron le traite, disons bien,
Donc je pense que lui peut être effectivement cette figure de consensus, mais c'est compliqué, sachant effectivement que si c'est la France insoumise qui a les plus de députés, ça serait apparemment elle qui devrait proposer un candidat à Premier ministre. L'une des lignes de fracture potentielle de la gauche, c'est aussi la question de l'antisémitisme. Depuis le 7 octobre, avec la guerre à Gaza, la France insoumise qui a pris des positions très décriées, très contestées. Est-ce que c'est le cas aussi dans vos pays à gauche, Michaela? Non, pour nous, en Roumanie, on est une démocratie assez nouvelle après la révolution de 1999. On essaye d'apprendre tous les jours et tous les moments qui viennent d'élections, d'être un pays démocratique, et on a prouvé qu'on est un pays démocratique. On voit les résultats de dernières élections européennes. Non, pour nous, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une communauté juive en Roumanie, mais il y a aussi une communauté qui vient de Palestine, et il y a aussi des familles mixtes, roumains, juifs, roumains, de gens qui viennent de Palestine, et il y a aussi des gens qui habitent à Gaza, qui ont fait des études en Roumanie, des études supérieures, qui ont formé des familles mixtes. Ça veut dire qu'il y a un mélange culturel, multiculturel, qui va très bien. Ici en France, on voit ça. Cet antisémitisme qui monte et qui polarise et qui divise la classe politique française et la société aussi. Et c'est ça qui est un peu inquiétant, je pense. Merci beaucoup. On va passer à vos cartes blanches. C'est la tradition en fin d'émission, et on va rester pas mal avec vos choix sur cette campagne des législatives. Juan José, vous aviez un livre à recommander à Emmanuel Macron. Oui, j'avais un livre à recommander à Emmanuel Macron qui s'appelle Claudia par amour, qui a été écrit par un écrivain, un romancier français, Gilles Langlois, qui parle d'une histoire d'amour entre un homme et une femme transsexuelle. Et ça m'amène justement à revenir sur la déclaration d'Emmanuel Macron à l'île des Saints, quand il a déclaré avec une désinvolture que je trouve un peu honteuse qu'il n'était pas pour le changement des sexes dans une mairie. Déjà, peut-être qu'il apprendrait dans le livre que les transsexuels, ce sont des hommes et des femmes qui aiment, mais qui souffrent aussi, et qu'il y a une réalité derrière ces mots de transsexuel. Et puis, parce que cette idée, elle n'est pas nouvelle. Je rappelle tout simplement qu'en 2007, ça a été déjà approuvé en Espagne, modifié l'année dernière, en 2023, et en Espagne, aujourd'hui, vous pouvez changer de sexe, d'état civil, en allant au registre civil et en faisant une déclaration à reconfirmer dans les 3 mois. Donc, derrière cette déclaration assez désinvolte, je veux voir les préoccupations du moment d'Emmanuel Macron, mais je ne veux pas croire qu'il se rapproche dangereusement de l'extrême droite française qui pourrait faire sienne la déclaration du président de la République à l'île des Saints. Michaela, vous vouliez parler de l'explosion du nombre de procurations. On a déjà largement battu les records de la dernière législature. Oui, parce que je peux faire facilement une liaison entre la France et la Roumanie, parce qu'en Roumanie, on ne peut pas voter par procuration, et on n'est pas obligé, pour aller voter, on n'est pas obligé d'être inscrit sur les listes électoraux. Ça existe, les listes, tu votes avec ta carte d'identité. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, c'est une très bonne idée. Probablement qu'on peut proposer en Roumanie ça aussi, je ne sais pas, mais ça montre autre chose. Ça montre l'engagement des électeurs français d'être dans les isoloirs pour voter. Ça montre aussi l'enjeu des élections législatives anticipées qui voilà, captent toute l'attention, pas seulement en France, partout dans le monde. Moi-même, j'ai beaucoup parlé à la télévision roumaine de ces législatives anticipées, parce que c'est quelque chose qui montre le pouvoir et la démocratie qui existe en France, et l'inquiétude d'avoir des changements assez profonds qui probablement on va voir dans une semaine ou deux. C'est vraiment quelque chose qui montre la mobilisation des électeurs et en plus le pouvoir de vote. Alberto, on va parler des Jeux Olympiques, c'est très très bientôt là. Et l'inquiétude d'avoir des changements assez profonds qui probablement on va voir dans une semaine ou deux. C'est vraiment quelque chose qui montre
la mobilisation des électeurs et en plus le pouvoir de vote. Alberto, on va parler avec vous plutôt des Jeux Olympiques. C'est très très bientôt là maintenant. 33 jours je crois précisément. Et il y a une grande attente italienne. Ah oui, les Italiens se passionnent pour ces Jeux Olympiques. Plus que pour les élections législatives. De façon différente. Mais en même temps, les Français se passionnent pour le sport en Italie, un sport français en Italie. Parce que samedi prochain, le Tour de France va commencer de Florence. Un hommage à Gino Bartali. Et la deuxième étape va démarrer à Cesenatico, où un grand coureur comme Pantani est enterré. Et ensuite, la troisième étape du nouveau Tour de France est un hommage à Fausto Coppi, un autre grand champion. Ces trois champions italiens, Bartali qui a gagné 2 fois le Tour de France en 38 et 48, et ensuite Pantani en 98, et ensuite Coppi en 49, et si je me trompe pas, 52. Ces trois grands champions italiens de sport sont des messagers de l'amitié franco-italienne à travers le sport. Alors, au même moment où on se prépare aux Jeux Olympiques à Paris, et avec tout l'intérêt des Italiens pour ces Jeux Olympiques et pour la France, il y a un intérêt français pour l'Italie. Et au milieu, il y a le sport comme véhicule de valeur. Et on espère qu'on n'oublie pas. Et vous avez écrit d'ailleurs, Alberto, ce livre, je le citais en début d'émission, Un vélo contre la barbarie nazie, en 30 secondes. C'est quoi le pitch? C'est ce que Gino Bartali a fait pendant la résistance. Il a participé à une organisation de résistance qui a sauvé des centaines, voire peut-être plus que 1000 juifs. Et Gino Bartali transportait de faux papiers à l'intérieur de son vélo pour permettre à ces juifs qui étaient réfugiés dans des couvents catholiques de retrouver la liberté avec une fausse identité. Le vélo pour véhiculer les valeurs. Eh bien, merci beaucoup, Alberto. Vous avez peut-être d'autres livres à écrire dans les semaines qui viennent. Merci à vous trois d'avoir été avec moi pour cette très belle émission. Tout de suite, c'est votre JT du Monde. On se retrouve à 11h pour le journal.